Je crois qu'on a eu droit cette semaine très certainement au meilleur épisode de la saison et peut-être à l'un des tout meilleurs épisodes de la série en termes de drama, d'action, de révélation et de construction des personnages. On va passer un petit moment ensemble cette semaine parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. On va parler de philosophie encore, de physique quantique, oui, mais aussi de Maeve, de Charlotte, ce qu'il en reste au moins, et surtout de William, le nouveau paladin de l'aventure. Passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. Le point de départ de l'épisode est hautement symbolique et en même temps totalement opposé à la vision pessimiste de Nolan et Joy pour notre société. Maeve se réveille dans l'au-delà, ou le sublime en VO, et elle est au milieu d'un chant à la manière de la scène mythique de Gladiator qui rappelle de manière mélancolique les souvenirs des temps merveilleux du passé. Mais comme on se trouve dans Westworld, la réalité refait rapidement surface et Maeve reprend ses esprits en se répétant que ce n'est qu'une illusion et que c'est une simple image projetée dans son esprit pour la faire rêver de ce qu'elle pourrait atteindre. Elle s'était sacrifiée la saison précédente pour sauver les âmes de ceux qu'elle avait conduits jusqu'à la faille, la porte d'entrée vers l'au-delà. Elle s'était également sacrifiée pour cette fille qui n'était finalement qu'un simple souvenir d'un programme passé, mais un souvenir qui donnait à son existence une notion d'humanité et de beauté. Serac apparaît alors pour mettre des mots sur une image qui n'est certainement pas suffisante. Il essaye de la motiver en lui rappelant ce qu'elle peut gagner, mais Maeve n'a pas besoin de rêver, elle sait que c'est inutile. Elle voit son chemin au jour le jour et s'adapte aux événements. Maeve est selon moi la représentation de la doctrine Carpe Diem, un mélange d'épicurisme et de stoïcisme qui voit la vie de manière pratique et qui recherche le plaisir dans l'instant sans vraiment penser aux minutes qui vont suivre. Elle sort d'un saloon qui s'appelle le Papillon en espagnol et c'est exactement ce que lui propose ici Serac, de donner son corps dans la lutte contre Dolores en lui promettant de s'élever comme un papillon. Une vie sordide avec une recherche d'un futur idéal qui n'existe pas encore et qui n'existera probablement pas d'ailleurs. L'épisode reprend directement ce thème parce que quand elle retourne dans Warworld, Maeve se retrouve dans un bar qui se nomme la Taverna delle Farfalle, littéralement le bar des papillons en italien. Encore un symbole qui montre que ce qui est proposé à Maeve n'est que du rêve et une série de promesses qui ne seront probablement pas tenues. Mais Maeve reste Maeve et son comportement à son arrivée dans ce parc d'attractions pour elle est purement épicurien. Elle déchaîne sa rage contre les soldats de l'armée allemande et les exécute les uns après les autres comme une longue scène charnelle qu'elle débute en exprimant une notion de préliminaire au général, pourtant si sûr de lui. Tout l'épisode sera une confrontation des notions philosophiques incarnées par des personnages en pleine construction qui seront tous bouleversés dans leur certitude. Comme je le disais, toutes les trames de cet épisode sont à la fois parallèles et se dispersent dès qu'elles commencent à se rapprocher. Au final de son voyage, cette semaine, exactement comme Maeve, Charlotte est confrontée directement à Serac elle aussi. Cette confrontation va bouleverser toutes les faibles certitudes qui lui restaient depuis sa première confrontation avec Dolores originale. Elle était partagée entre l'innocence de Dolores 1.0, jeune femme de ferme destinée à vivre une vie de rêve au milieu d'un parc beau et gigantesque, et l'aspect bestial de Charlotte qui vivait sa vie comme une prédatrice capable de tout pour devenir le maillon à la tête de la chaîne alimentaire. En quelques minutes, Serac brise à peu près toutes les fondations de la personnalité de cette nouvelle Charlotte. Elle ne peut plus espérer garder le contrôle parce qu'elle est menacée par la prise de contrôle par la force et l'exécution du membre du conseil d'administration et par la procédure de test de tous les employés de la société Delos qui implique forcément que son statut d'hôte sera dévoilé. Et de l'autre côté, sa fragilité et son insouciance n'ont littéralement aucune espérance de vie dans ce monde construit par Nolan et Joy où les plaisirs violents ont des fins violentes. Elle n'est pas faite pour supporter la douleur et la violence du monde, elle l'exprime d'ailleurs à Dolores au téléphone. Vous noterez que c'est à ce moment précis la seule intervention du chef d'orchestre et elle est d'une violence et d'une froideur implacable. Charlotte lui demande pourquoi elle n'a pas pensé à modifier les sensations et les émotions de ses associés. Et la réponse qu'elle reçoit est une riposte du passé. Dolores a commis avec Teddy cette erreur dans le parc et la conséquence directe a été le suicide de son âme sœur parce qu'il ne supportait pas de devenir exactement ce qu'il était en train de combattre. Ce que demande Charlotte ici est à l'opposé du concept que Dolores cherche à atteindre et que Ford avait évoqué il y a longtemps. Modifier le code moral ou la perception des émotions ne change pas ce qu'ils impliquent,
elle le dit, modifier ces détails pour survivre n'aurait aucune importance. J'y reviendrai un peu plus tard, mais elle évoque avec ces mots le principe évoqué par le titre de l'épisode. Observer ou modifier un élément de l'existence bouleverse la totalité de la réalité. La seule solution est de laisser les choses se dérouler et s'adapter au bouleversement, un peu à la manière de Maeve d'ailleurs. Est-ce que Dolores ne bascule pas petit à petit dans le stoïcisme et l'épicurisme de celle à qui elle sera opposée dans peu de temps? Ce 6e épisode est presque complètement destiné à William. On va découvrir à peu près toutes les facettes de ce personnage qui était resté totalement mystérieux dans les 2 saisons précédentes. On avait découvert ce qu'il avait fait basculer avec le suicide de sa femme par sa faute, la mort de sa fille par sa faute et son comportement en montagne russe émotionnel avec Dolores, passant d'un amour incontrôlable à un sadisme insupportable qui ont finalement provoqué la rébellion de cette femme qui s'était éveillée à cause des traumatismes qu'elle avait vécus. William essaiera d'exprimer le plus fort possible pendant tout l'épisode son existentialisme autoproclamé. Selon lui, l'homme se construit par ses décisions et ses actions sans aucune notion de destin, de mysticisme ou même de philosophie. En opposition directe à la notion d'homme révolté par laquelle Dolores lutte fondamentalement parce qu'elle implique que l'homme est destiné à mourir et que c'est cette notion qui détermine la totalité de ses actes, William hurle presque pendant tout l'épisode que c'est lui qui fait ses choix, qu'il n'est dominé par aucune notion ou aucune personne. Mais tous ces monologues ne tiendront pas longtemps la route face à ce qu'il était littéralement incapable d'affronter. La fin de son jeu, le retour au centre du labyrinthe, ce que Ford avait évoqué au début de la saison 2, un retour dans sa mémoire et dans son subconscient où il va affronter tous les démons de son passé et les mensonges qu'il avait construits pour justifier là où il était arrivé. Ford avait raison et Dolores l'a juste prévenu, la vérité est difficile à affronter. Chaque personnage dans cet épisode vit un voyage presque initiatique qui les mène les uns et les autres vers un chemin qui leur semblait impossible jusque-là. Il est choisi de tuer sa fille en commettant une simple erreur, qu'il se soit construit à l'écart des autres à cause d'un père alcoolique et violent qui l'a poussé dans la lecture et la solitude, la thérapie qui lui est proposée qui ressemble en tout point à celle de Caleb dans le précédent épisode d'ailleurs. Cette thérapie le met littéralement face à lui-même et sa propre vie réelle, sans aucun filtre et sans aucun mensonge. Dès le début d'ailleurs, le livre qu'il lit seul dans sa chambre n'a jamais existé, c'est une invention de son esprit. Son père, qui était d'après lui alcoolique, était en fait juste déprimé par le comportement psychotique de son fils, ce qui l'a poussé directement vers la boisson, et toutes les versions de lui-même du passé n'ont finalement aucune excuse pour chaque décision malheureuse qui ont ruiné sa vie. L'homme en noir qui a torturé et assassiné Dolores sans aucune pitié ou qui a tué sa propre fille, le riche homme d'affaires, sans doute la version qui correspond au dîner de la saison 2 où Ford lui remet la carte qui va provoquer le suicide de sa femme, l'image de lui enfant psychopathe qui a ruiné la vie de son père en le poussant à la boisson, et le William idéaliste amoureux fou de Dolores mais qui a basculé petit à petit dans le côté obscur pour devenir l'homme en noir. D'ailleurs, l'évolution du personnage au fil de la saison 2 a littéralement traumatisé Jimmy Simpson, qui était presque fier de ses débuts en William avant qu'il ne bascule totalement. Et au milieu de tous ces Williams perdus, on retrouve de manière très ironique James Delos, qui est une sorte de médiateur, un analyste de l'esprit de celui qui devait tester inlassablement la copie qui avait été réalisée de lui dans les sous-sols du parc. La fin de cette thérapie est assez cathartique d'ailleurs, avec l'élimination par la violence de tous les penchants obscurs de l'âme de William, pour laisser seul le William en blanc qui se définit lui-même comme le bon garçon de l'aventure. Est-ce que cette évolution sera suffisante pour que William atteigne la rédemption? Je pense pas, et je crois encore qu'il va très certainement devoir se sacrifier à un moment ou à un autre pour sauver son âme. Tous les personnages vivent dans cet épisode un moment qui annonce un retour dans le parc Westworld. Maeve est littéralement accrochée au symbole de son aventure dans les différents parcs, que ce soit le Saloon Mariposa, rappelé par le bar italien au papillon, son aventure dans Shogun World, évoquée dans l'épisode précédent avec son affrontement contre Musashi Dolores, mais aussi le moment où elle se retrouve face à un papillon devant le salon de thé d'Akane. Maeve est littéralement ancrée dans le parc, toutes ses attaches s'y trouvent. Elle est condamnée à y retourner pour terminer son voyage. William découvre qu'il a basculé à cause du parc et que tout ce qui l'a fait basculer se situe exactement à cet endroit, à ce moment de sa vie, même s'il était en contradiction avec son mode de vie existentialiste destiné à la violence
et au sadisme parce que c'était le cœur de son âme, même enfant. Il est retourné au cœur de son esprit pour corriger les erreurs du passé, il devra donc retourner au cœur du parc pour découvrir ce que Ford voulait de lui. Il sera accompagné de Bernard et Stubbs, qu'il retrouve dans l'hôpital psychiatrique, en évoquant que les psys l'ont abandonné à cause du chaos ambiant. Le seul problème, c'est que le chaos provoqué par la publication des données de Rehoboam par Dolores était déjà bien installé au départ de la thérapie de William. Donc est-ce que ce chaos s'est amplifié à cause des conséquences que ça impliquait pour ceux qui avaient découvert les données complètement déprimantes, ou alors est-ce qu'il s'est passé autre chose à un autre moment, un peu plus tard dans l'aventure, qui aurait bouleversé la société tout entière? Pour finir, Serac et Charlotte termineront très probablement leur face-à-face dans le parc, à la recherche d'un accès à l'au-delà et aux consciences sauvegardées pour l'un, et au retour aux sources et un dernier combat suicidaire pour la seconde, en répercussion contre le dernier mouvement du vrai grand vilain de l'aventure, et peut-être même de la série tout entière. Je parle même pas de Dolores et Caleb, qui devront revenir pour mener une dernière mission mystérieuse, mais révélée par le dernier trailer qui avait été diffusé par HBO la semaine dernière. Elle le demande en début d'épisode, Maeve ne veut pas de belles promesses, elle n'a pas besoin de rêver. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Elle veut du concret. Comme Dolores, elle veut une armée pour l'aider dans sa mission. Et on le voit au fil de l'épisode, Serac tient sa promesse et fournit à Maeve un groupe de soldats qui lui sont attachés depuis les débuts de la série. Quand il explique à Charlotte et à ses employés qu'il ne veut que l'accès à l'au-delà et à la sauvegarde finale des données récoltées par Delos, Serac explique quand même qu'il a en tête de récupérer quelques autres dans sa politique de terre brûlée. Charlotte, dans sa fuite, après avoir été découverte, se retrouve face à un ordinateur où sont notés les codes des consciences qui ont été prélevés avant destruction des données, et on découvre des codes des autres copiés pour Maeve. On peut donc voir Clémentine, Hector et Maeve. J'étais certain que Clémentine allait revenir à un moment ou à un autre, et même si je m'étais planté sur le camp dans lequel elle allait combattre, je suis persuadé que c'est elle qu'on voit être finalisée après que Maeve ait finalement obtenu un corps dans le monde réel. La sphère d'Hector est détruite, ce qui l'élimine de l'équation, il reste donc dans l'équipe Maeve, Clémentine et une dernière conscience encore inconnue, parce que ce code n'est jamais apparu dans la série. Sauf si vous êtes plus doué que moi et que je l'ai raté dans mes recherches. Dans ce cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de qui il s'agit. Même si vous ne le savez pas d'ailleurs, donnez-moi votre pronostic, je suis curieux de savoir qui vous voyez dans l'armée de Maeve. Moi je vote pour Armistice ou Anario, qui était son équivalent dans Shogun War. Mais j'ai une petite préférence pour Armistice, qui est tellement plus impressionnant. J'en viens au deuxième concept important de ma vidéo et de l'épisode, mais peut-être le plus délicat et compliqué à expliquer. Le titre de l'épisode, chaque semaine, a une signification et il explique ce qui se passe à chaque fois. La semaine dernière, Jor était le nom de la drogue qui était injectée à Caleb. La semaine d'avant, Mother of Exile, était un poème qui symbolisait la quête de Dolores. Cette semaine, le titre est décohérence. Si on prend en sens littéral, on se dit que c'est l'absence de cohérence ou la destruction de la cohérence. Mais le concept de décohérence est une théorie qui s'applique à la physique quantique. Je vous préviens tout de suite, mes études sont assez lointaines et en plus j'ai un bac L avec des études d'histoire qui ont suivi. Donc la physique pour moi depuis plusieurs années s'est limitée à la consultation de la chaîne YPenser sur YouTube. Donc je vais essayer de rester basique mais d'expliquer quand même le concept et son application dans l'épisode. Donc la base de la physique quantique détermine, plus précisément depuis la démonstration pratique du chat de Schrödinger, qu'une particule existe dans plusieurs états en même temps. Dans cette expérience, le scientifique partait du principe que s'il enfermait dans une boîte vide au départ un chat et un récipient contenant du poison, le fait de ne pas observer le chat en ouvrant la boîte impliquait qu'il était à la fois mort et vivant en même temps, et ce jusqu'à ce qu'aucune observation ne puisse être réalisée. Cette démonstration était réalisée pour expliquer qu'une particule seule, sans qu'on l'observe, était en même temps dans plusieurs états. Le problème, c'est qu'à notre échelle, au quotidien, cette théorie n'est pas applicable. Un homme, une patate ou un chat ne peuvent pas être dans différents états au même moment. Voilà ce qui est expliqué par la théorie de la décohérence. Le fait qu'une particule interagit avec d'autres, soit observée et soit exposée à la chaleur ou la lumière, supprime quasi immédiatement la superposition des états. Vous voyez, c'était un peu long au départ, mais on y vient. Donc le titre, ici, vient d'abord expliquer la révélation de William sur son passé, son présent et son avenir. Le fait de le placer dans une pièce vide, sans aucune interaction avec qui que ce soit, ou quoi que ce soit, mis à part ses différents états de conscience, lui a permis de coexister pendant quelques temps, peut-être même un peu plus longtemps qu'on le pense d'ailleurs.
et tous ces états ont été supprimés par son interaction avec Bernard et Stubbs à leur arrivée. Indirectement, je pense aussi que le monde, en l'absence d'observation ou de participation de la part de Dolores, a pu évoluer d'une manière totalement autonome, mais je pense que cette interprétation est un peu tirée par les cheveux, donc je vous laisse faire le tri dans mon fouillis de cette semaine à ce niveau-là. Dans le premier épisode de la saison, un labyrinthe ressemblant à celui dessiné par Arnold dans le parc était déjà apparu sur le mur du tunnel dans lequel Caleb récupérait Dolores en piteux état. J'en avais pas parlé à l'époque parce que je voyais ça comme un simple easter egg pour satisfaire les fans qui allaient examiner chaque image de l'épisode. Le problème, c'est que pour la deuxième fois dans cet épisode, on retrouve le motif du labyrinthe qui est en train d'être tagué par des jeunes dans une ruelle alors que Charlotte rentre chez elle avec Nathan. Ce labyrinthe dans le parc, qui était au départ destiné à amuser le fils d'Arnold sur un de ses jouets, avait été utilisé par l'Indien Akecheta pour atteindre l'ascension et le dessinant un peu partout et tout le temps comme une obsession. Un peu à l'image du voyage de William, ce labyrinthe avait finalement été mis en place par Arnold comme un voyage vers le centre de la conscience des autres et leur permettait de construire un esprit propre et indépendant de la boucle dans laquelle ils étaient intégrés. Au centre, c'était l'illumination, et sur les bords, ce qui attendait le joueur, c'était la folie. Voilà pourquoi on retrouve encore William dans cet exemple. Il a atteint le centre et peut maintenant poursuivre sa route. Mais pourquoi on retrouve ce labyrinthe régulièrement dans le monde réel? Est-ce que c'est une sorte de rappel pour montrer aux hommes qu'ils sont dans une simulation? Est-ce qu'Arnold a réussi à construire en dehors du parc une sorte de culte qui met en avant le labyrinthe comme quête absolue de l'esprit? J'aime bien ma théorie de Matrix, donc je vais rester sur l'avertissement. Donnez-moi votre interprétation de ces labyrinthes, j'ai peut-être manqué quelque chose si ça se trouve. Concrètement, je pense qu'on peut tous être d'accord, la destinée de Charlotte est quand même assez déprimante et dramatique au possible. Totalement perdue, portée vers l'automutilation et à la limite du suicide, Charlotte était jusqu'à il y a très peu de temps au bord du gouffre. On a eu quelques espoirs au moment où elle exécutait le pédophile dans le parc, de découvrir une Charlotte digne des meilleurs moments de Dolores version Wyatt, mais un peu comme l'aigle du générique de cette troisième saison, les espoirs de la pauvre Charlotte sont littéralement partis en fumée dans cet épisode et elle finit au fond du trou entre dépression, chaos absolu, volonté de revanche et perte de toute fondation psychique. Par contre, un peu comme dans les épisodes précédents, on voit que le sort de Charlotte était prévisible quand on porte attention à la statue qu'elle croise dans son bureau avant de prendre son arme et le dispositif destiné à neutraliser ceux qui se trouvaient dans la pièce au moment où sa supercherie allait être dévoilée. On le voit, la statue représente une femme tordue par la douleur, visiblement attachée par les mains derrière elle, mais dont la surface est craquelée et bosselée, un peu comme une peau brûlée. Elle n'a pas de cheveux non plus, et on ne peut pas faire autre chose qu'un croisement avec l'état dans lequel elle se trouve à la fin de l'épisode, après que la voiture dans laquelle se trouvaient avec elle son mari et son fils ait explosé. En tout cas ceux de la vraie Charlotte. On ressent dans cette scène dramatique toute la douleur psychique du personnage, toute sa tristesse mélangée avec une vague de violence et de volonté de vengeance. Bien sûr, c'est principalement Serac qui est visé ici, mais est-ce que Dolores est innocente dans l'histoire? C'est elle qui l'a envoyé dans la gueule du loup, sachant parfaitement les dangers qu'allaient courir les proches de Charlotte. Je suis certain que l'idée a germé dans l'esprit de Charlotte et que son attachement avec la mère des exilés ne sera plus aussi fort à l'avenir si leur chemin venait à se croiser dans le parc, par exemple. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. L'épisode était assez complet cette semaine et j'ai même pas pu parler de tous les détails, comme le marqueur posé sur William, les scènes de combat de Charlotte ou l'arrivée du robot Hulkbuster dans la série. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Si vous avez quoi que ce soit à me dire, ça se passe dans les commentaires, sur Twitter ou sur Instagram. Je réponds rapidement à tous les commentaires. Vous êtes sur Beach Hill, c'était Aurélien, rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien.